nous allons co-construire une théorie avec des observations, parce que les observations ne vont pas pouvoir être interprétées indépendamment du cadre cosmologique. Tu l'as parlé pour la constante de Hubble et l'âge de l'univers. En fait, quand on vous dit qu'une galaxie, que l'univers par exemple a 13,7 milliards d'années, qui a mesuré ce temps? Quand on vous dit que la lumière de cette galaxie a été émise il y a 4 milliards d'années, qui a mesuré ces 4 milliards d'années? Quand on vous dit qu'elle est à telle distance, qui a mesuré cette distance? Non, ces distances, ces temps ne sont pas mesurés, ce sont des temps qui sont calculés dans le cadre d'un modèle cosmologique à partir d'observations, mais ce lien en temps, ce lien en distance, fait intervenir toute l'architecture de la théorie de la relativité générale et du modèle du Big Bang. Vous voyez qu'on est dans une construction qui est finalement recherche à construire un tout cohérent entre l'explication théorique et les observations qui sont à notre disposition. Maintenant, pour se situer dans l'univers, on a aligné un certain nombre de techniques qu'on appelle des chandelles standards. Si vous êtes capable de savoir qu'un objet émet une quantité de lumière donnée, plus l'objet est faible, plus vous saurez que lorsqu'il est... plus l'objet vous apparaît comme étant faible, plus vous saurez qu'il est loin, puisque cet objet émet toujours intrinsèquement la même quantité de lumière. Donc si vous avez des chandelles standards à côté de vos galaxies, vous pouvez savoir où sont situées vos galaxies dans l'univers. Les trois techniques classiques sont la parallaxe, les céphéides et le redshift. Voici une objection qui a été faite à Copernic quand il a dit que la Terre tournait autour du Soleil. On lui a dit, si la Terre tournait autour du Soleil, eh bien on verrait une étoile avec deux angles différents selon qu'on est au solstice d'été ou au solstice d'hiver, et donc l'étoile devrait faire une petite boucle. Et donc le fait qu'on ne voit pas les étoiles danser la nuit prouve que la Terre ne peut pas tourner autour du Soleil. C'est que ce questionnement métaphysique que nous avons greffé sur la question de l'origine, même s'il était très intéressant, est prématuré. Il est prématuré parce que il n'y a rien dans la cosmologie contemporaine qui invite à considérer le Big Bang comme la création de l'univers. La question de savoir si l'univers a une origine ou non, je parle d'une vraie origine, est une question ouverte. Alors qu'on la présente toujours comme une question fermée. L'univers a une origine, il faut trouver laquelle. Ben non, c'est pas sûr. Nous n'avons pas de preuve scientifique que l'univers a une origine, et nous n'avons pas de preuve scientifique qu'il n'en a pas eu. Donc c'est une question ouverte. On ne sait pas. Et quand on ne sait pas, comme le disent les sceptiques, comme le disait Sextus Empiricus, il faut suspendre son jugement. Ce qui n'est pas du tout ce que nous faisons. Bon. Admettons qu'un jour, nous ayons la preuve que l'univers a une origine. Et j'insiste, dire que l'univers a une origine, ça veut dire qu'il a été précédé par rien. Ça veut dire qu'il n'est pas scientifiquement prouvé que l'univers a une origine. L'instant zéro, il a disparu des équations de la cosmologie contemporaine, mais il continue d'être vivace culturellement. On continue à dire que, par exemple, le mur de Planck, c'est-à-dire ce moment où, en deçà duquel on n'arrive plus à utiliser nos concepts de physique, on dit que le mur de Planck est advenu 10 puissance moins 43 secondes après l'instant zéro. Donc il est mort, mais il est toujours vivant. Et la vérité, c'est qu'en amont du mur de Planck, nous n'avons pas les concepts physiques qui permettent de décrire la situation qui a précédé. Et donc, en maintenant vivace cet instant zéro, bien qu'il n'ait plus de statut en physique, on maintient également vivace une sorte de questionnement métaphysique sur qu'est-ce qu'il y avait avant l'instant zéro, qui est soit prématuré, soit dépassé selon le sens qu'on donne à l'histoire. Et donc, il serait bien qu'on arrive à parler de cosmologie sans toujours se référer à cet instant zéro qui est une fiction, qui est devenue une fiction en physique. Soyons sérieux. Comment rien, un beau jour, a-t-il pu accoucher de tout? Bien. En fait, comment le zéro a-t-il pu accoucher de l'infini? Comment le temps est né du néant? En gros, le sujet de la conférence, c'est comment le vide est devenu plein. Bien, le vide, certains scientifiques vont vous dire que le vide était en fait un vide quantique. Alors c'est quoi ça, un vide quantique, ça?
Ben, un vide quantique, c'est un vide peuplé de particules imaginaires qui se promènent ici ou là, au gré du principe d'incertitude. Ce vide quantique, c'est un vide tellement plein qu'on se demande comment on y voit au travers. Alors, d'autres savants vont vous dire que le vide quantique, c'est un vide plissé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vide plissé? Bien, c'est un vide, mais plissé. Alors, et si vous voyez rien dans ce vide plissé, c'est que justement, le tout est caché dans les plis. En gros, ce vide plissé, ce sera un Écossais avec une jupe plissée, repassée, repliée, enfin un Écossais, quoi. Mais le vide, le vrai vide, celui qui est, justement, parce qu'il n'est pas. Eh bien, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Ce qu'on peut en dire, mesdames et messieurs, c'est rien, absolument rien. Alors, vis-à-vis du commencement, qui est le sujet de cette conférence, il y a une solution que je qualifierais d'un peu miraculeuse. C'est la solution des mathématiciens. On sait bien qu'il n'y aura plus rien dans le récipient, la pression deviendra nulle. Hein. Bon, là on avait donc une définition qu'on croyait définitive de la notion de vide. Le vide, c'est l'absence de matière. D'accord ? Alors en réalité, évidemment, en physique, vous savez, l'histoire n'est jamais terminée, et on s'est aperçu que c'était beaucoup plus compliqué que ça. 760. Gewonnen haben wir Herr Dr. Le véritable vide entendu dans ce sens ne peut exister réellement parce que quand on fait le vide de cette façon, il reste toujours quelque chose. Du coup, le vide ainsi défini demeure un concept, une sorte d'idéalité qui est en pratique inaccessible. On ne peut donc pas dire que le vide soit bêtement le vidé. Il faut plutôt penser le monde réel comme la superposition à ce vide inaccessible de la totalité des objets qu'il contient. Le vide serait cette chose au fond des choses. Et d'ailleurs, de l'Antiquité dont j'ai parlé, c'est là que ça a commencé, jusqu'au Moyen-Âge, on s'est, comme vous le savez, furieusement bagarré à propos de l'existence du vide, jusqu'à aboutir à la fameuse formule de Roger Bacon, « La nature a horreur du vide ». Et cette phrase a été prise très au sérieux, au point d'ailleurs qu'elle a conduit à un moment donné de l'histoire à envisager l'horreur du vide qu'éprouverait la nature, comme une véritable force capable d'agir sur les objets. On sait bien qu'il n'y aura plus rien dans le récipient, la pression deviendra nulle. Hein. Bon, là on avait donc une définition qu'on croyait définitive de la notion de vide. Le vide, c'est l'absence de matière. D'accord ? Alors en réalité, évidemment, en physique, vous savez, l'histoire n'est jamais terminée, et on s'est aperçu que c'était beaucoup plus compliqué que ça. In fact, one of the things, that's what this was supposed to demonstrate, that without air you don't hear sound. And so the idea that you get a doorbell in here and then pull a vacuum on it, you start the doorbell ringing and then evacuate the bell jar, and then the sound disappears. Okay, and then Yeah? All right, lift closer. Just put my internet to it. I just pump this for a minute and then I'll close this off and shut off the motor. Okay. Nothing, right? Can't hear the music. Oh my God! Okay, all right.